Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec un programme un peu particulier ce soir, nous nous intéresserons d'abord à cette actualité 6 mois après l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice qui a fait 3 victimes. Une messe du souvenir était célébrée il y a quelques minutes. Nous serons en direct avec le père Franklin Parmentier. Et puis derrière une large page consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron, nous verrons quand vont rouvrir les restaurants, les cinémas. Nos invités viendront commenter les annonces qui ont filtré, puisque demain, grande interview du président de la République dans les colonnes des journaux de la presse locale, La Provence et Nice Matin notamment. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. Particulier parce que pendant 30 minutes environ, nous aurons nos invités, les réactions et puis une deuxième partie un peu plus axée sur les reportages avec notamment la vaccination qui s'est ouverte pour les plus de 40 ans à Cannes sans comorbidité, ce qui va un peu à l'encontre de la doctrine prônée par l'État. Voilà l'un des reportages que vous découvrirez. Mais l'actualité à cette heure-ci, c'est cette messe du souvenir qui vient de se terminer à Nice. Quelques images à vous montrer avant de rejoindre le père Franklin Parmentier qui a célébré cette messe du souvenir. Il y a 6 mois, jour pour jour, l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice faisait 3 victimes, un terroriste qui jaillissait donc dans cette basilique. Et à 17h30, vous le voyez sur ces images d'Alexis Ricard, donc cette messe qui a été célébrée en mémoire des 3 victimes, évidemment, dont les portraits étaient exposés. Nous prenons donc la direction de la basilique Notre-Dame de Nice, où nous attend le père Franklin Parmentier. Il est avec Alexis Ricard. Merci d'être avec nous, mon père, pour ce jour si particulier. 6 mois, ce n'est qu'une date symbolique, mais dans ce genre d'affaires, les symboles sont importants. Effectivement, c'est important parce que ça fait aussi partie des étapes qui nous permettent d'avancer. Quand on a eu le 29 octobre ce triple attentat qui a marqué notre communauté, voilà, on se demandait comment les choses allaient avancer. C'est bien aussi de temps en temps savoir s'arrêter, de voir aussi qu'il y a des choses qui ont un peu guéri, des choses qui nous ont permis aussi de réhabiter un peu le lieu. Et donc il y a eu la messe de réparation le 1er novembre. Mais 6 mois après, c'est aussi un moment pour nous important pour aussi proposer aux familles de venir prier avec nous, de prier aussi avec tous ceux qui le souhaitaient. Alors on voit ces images. Qu'a-t-elle de particulier cette messe du souvenir ? Est-ce que vous, dans votre approche de la célébration, vous avez fait les choses un peu différemment ? Parce qu'il y a le poids de l'émotion qui vient s'ajouter à celui de la spiritualité. Alors effectivement, il y a ce poids-là, parce que nous aimons les gens qui sont là, nous aimons ceux qui malheureusement nous ont quittés. Après, nous avons continué la messe comme elle se fait d'habitude, si ce n'est qu'à un moment de la messe, nous avons pris plus de temps pour confier au Seigneur Simone, Nadine et Vincent. Voilà, donc nous sommes là en train de remettre dans les mains du Seigneur ceux pour qui nous avons prié et pour qui nous continuons de prier tous les jours. Alors on est 6 mois après cet attentat meurtrier. Vous avez échangé, vous, avec les familles des victimes depuis. Est-ce que elles, comme vous d'ailleurs, parce que même si vous n'avez pas été touché dans votre chair, c'est un lieu sacré qui a été profané, j'ose le terme. Comment tout le monde va, si vous me passez l'expression ? Alors, juste le mot est effectivement profané, puisqu'on a porté atteinte à la dignité du lieu. Donc on a fait tout ce que Dieu n'a pas voulu que l'on fasse. Dieu dit tu ne tueras pas. On a tué dans cette église. On a effectivement fait cette messe de réparation. Alors on a eu plusieurs fois des échanges avec les familles. Nous accompagnons les familles à leur rythme. Certains viennent souvent, d'autres viennent de temps en temps, d'autres ont encore du mal à revenir. Voilà, on a proposé aux familles en disant voilà, on fait cette messe, elle est pour Nadine, Simone et Vincent. Voilà, vous êtes les bienvenus. Personne n'est obligé de venir, mais on a eu les familles qui sont venues
et qui ont permis justement pour nous de leur dire encore une fois notre proximité et de dire voilà, on continue, le Seigneur est toujours avec nous, que Dieu est toujours avec nous, et ça c'est aussi le témoignage qu'on voulait leur apporter, voilà, que pour nous il y a toujours ce temps pour Nadine, Simone et Vincent. Il y a une chapelle qui est tous les jours dédiée à ces 3 victimes. Tous les jours, des gens viennent prier. Mais je pense que de temps en temps, c'est bien de faire une célébration plus forte, plus aussi pour eux. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de la paroisse, mon père, depuis? Parce que c'est un événement qui marque une histoire, notamment un lieu religieux. La vie normale de l'Église n'a pas totalement repris, j'imagine. Non, elle n'a pas repris pour plusieurs raisons. Il y a effectivement toujours des personnes qui continuent à se dire, voilà, j'ai peur de revenir, je ne me sens pas à l'aise. Je comprends tout à fait, vous savez, c'est un lieu qui porte du sens naturellement, c'est-à-dire une église, c'est un lieu sacré, vous l'avez dit, c'est un lieu particulier où la foi des gens, ça peut être un baptême, un mariage, un enterrement, voilà, qui a marqué déjà la vie des personnes. Et je comprends que certaines personnes aient encore de la réticence à venir. Peut-être d'autres ont peur. Ensuite, les gens sont quand même revenus assez vite. Il y a toujours aussi la Covid qui fait qu'on est limité par le nombre de places, par l'ambiance qui est celle-là. Après, dans ce qui a changé, je pense que notre manière aussi de parler de la foi, notre manière de comprendre que notre place dans le monde n'est pas juste... on a été bousculé dans notre place dans le monde, dans notre ville, ici à Nice. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup interrogé sur ma foi. Voilà, je suis prêtre, je vis la foi régulièrement, mais là, on a vécu une expérience qui m'a fait comprendre qu'on est au début de la foi quand on vit ces choses-là, parce que tout ce qui concerne la vie, la mort, la souffrance, l'absurdité du mal, ça peut parfois être très théorique, ça peut être parfois un petit peu approché de loin. Là, on l'a vécu dans notre chair, dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça change. J'ai comparé ça, puisque j'ai été accidenté il y a quelques années, mais j'ai revécu un peu ce que j'avais vécu lors de l'accident. C'est qu'à un moment donné, le temps s'est arrêté et ça m'a obligé à me laisser un petit peu... Oui, transformer, parce que à un moment, on reste pas indemne de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça nous fait grandir, je pense que ça m'a fait grandir dans la foi, ça m'a fait aussi grandir dans l'expérience du pardon. Parce que pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est une chose. Pardonner à quelqu'un qui a tué, là c'est quelque chose qui nous touche différemment. Je ne dis pas que j'ai pleinement pardonné, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même très lourd, mais je pense... Voilà, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « Mais comment on peut pardonner à quelqu'un qui a fait ça ?» Moi, le pardon, je le redis tout à l'heure à la messe, mais c'est de souhaiter que la personne qui a fait ce mal ne s'enferme pas dans le mal qu'elle a fait, et que je souhaite de tout mon cœur qu'il mette de la lumière et qu'il sorte des ténèbres dans lesquelles il a plongé les autres et dans lesquelles il s'est enfermé. Je pense que c'est ça, vouloir du bien pour l'autre, c'est déjà vivre le pardon. Et je souhaite que ce jeune homme qui a 21 ans, qui a posé un acte horrible, sa vie, elle s'arrête pas là. Au contraire, je souhaite qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il a fait, parce que ça, c'est aussi une étape du pardon, mais ça ne m'appartient pas. Mais moi, de mon côté, je souhaite de tout mon cœur qu'il s'ouvre à la lumière, qu'il comprenne qu'il faut mettre de la vie et pas de la mort dans la vie des gens. Ouais, ce sont des mots forts que vous tenez ce soir et qui doivent être compliqués, parce que c'est une épreuve aussi qui est soumise à la foi de chacun et surtout à la foi des victimes. Une dernière question avant de vous libérer, elle est plus prosaïque mais elle est importante. Est-ce que vous craignez pour la sécurité du lieu encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension quand même quand vous prêchez, quand vous venez à l'église, 6 mois après cet attentat? Vous savez, vivre, c'est prendre un risque. Donc, à partir du moment où je veux vivre, là, on est dans l'ambiance de la Covid, on est l'ambiance des attentats. Nous, on cumule un peu les deux ici. Si vous avez peur, vous ne faites plus rien. Donc, à un moment donné, je pense que ça relativise aussi beaucoup notre manière de vivre le monde.
de vivre l'espérance, de vivre la foi. Je ne suis pas en train de me dire je fais confiance en Dieu, il ne va rien m'arriver, ça c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Mais je me dis, je sais que je ne suis pas tout seul, je sais que le Seigneur est là, je sais que les paroissiens sont là, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas croyantes et qui sont là et qui veillent sur nous. Je pense que ça fait prendre conscience aussi qu'il fallait prendre les soins les uns des autres. Et que des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément dans un dialogue avec l'Église ou d'un dialogue, un regard sur l'Église, ont peut-être vu les choses autrement. Moi, je ne suis pas toujours en train de me dire, quand je franchis les portes de la basilique, qu'il peut m'arriver quelque chose. Quand je franchis les portes de la basilique, je me dis, je vais rencontrer le bon Dieu, parce que c'est une Église. Mais c'est vrai que le monde est devenu douloureux, mais c'est valable pour les policiers, puisqu'on a une policière qui s'est fait agresser dernièrement, c'est valable pour les professeurs, et pourtant les enseignants continuent d'enseigner, les policiers continuent à nous protéger, les prêtres doivent continuer à être dans les églises. Il ne faut pas se soumettre à la peur des autres, il faut continuer à être là, il faut continuer à dire que nous voulons construire un monde qui est beau et pas un monde qui a peur des autres. Nous ne voulons pas céder au chantage de la folie des hommes, de la folie islamiste, de la folie des autres qui veulent imposer leur point de vue par la mort, alors que nous voulons dire chacun à sa place, et nous sommes faits pour l'amour, nous ne sommes pas faits pour la haine. Merci beaucoup, Père Franklin Parmentier, curé de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Merci pour ces mots. Juste après donc cette messe du souvenir, 6 mois après l'attentat de la basilique Notre-Dame donc de Nice, vous étiez accompagné d'Alexis Ricard. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Merci à vous. L'autre titre de l'actualité, il concerne la Covid. Il faut bien revenir aux méandres de cette actualité qui ne nous lâche pas depuis plus d'1 an maintenant. Le président Macron qui a donné une interview à la presse quotidienne régionale qui sera à découvrir demain en intégralité. On sera d'ailleurs tout à l'heure avec Denis Carole, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Mais le calendrier est connu, le calendrier du retour à la vie dans notre pays. 4 étapes. La première, dès le 3 mai, avec un certain nombre de mesures. Le couvre-feu qui est maintenu, le télétravail également, le statu quo pour les commerces, la réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e, la réouverture des lycées en demi-jauge. Ce qui change, et on le savait, c'est la fin de l'attestation pour les déplacements en journée et la levée des restrictions pour les déplacements interrégionaux. À partir du 19 mai, j'allais passer directement au 9 juin, au 19 mai, le couvre-feu est reculé. 21h, le télétravail est maintenu. Réouverture des commerces qui seront conditionnés au respect des jauges et des protocoles adaptés. La réouverture des terrasses également, qui était très attendue, avec des tables de 6 personnes maximum. Et la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres, avec là aussi des jauges. Les établissements sportifs de plein air est couverts pour les spectateurs, avec des jauges là aussi limitées. Reprise des activités sportives et des rassemblements de plus de 10 personnes. Le 9 juin, maintenant, le couvre-feu est reculé à 23h. On pourra accueillir plus de 5000 personnes, à peu près 5000 personnes dans les lieux de culture. Les salons pourront se tenir, les foires et les salles de sport réouvriront à ce moment-là. Enfin, le 30 juin, c'est la date fixée par le président Macron. Plus de couvre-feu, fin des limites de jauge. Tous les événements qui rassemblent plus de 2000 personnes en extérieur pourront se tenir. Et simplement, donc, les discothèques qui demeurent fermées, c'est peut-être là l'un des angles morts dont nous parlerons un petit peu plus tard dans cette émission. Voilà pour les annonces à retenir. On va maintenant accueillir nos invités, à commencer par Frédéric Jean-Jean. Bonsoir, merci d'être là, secrétaire général de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône, évidemment pour parler de la réouverture des restaurants. Alors, ça se fera d'abord par la réouverture des terrasses, après donc le week-end de l'Ascension, c'était une des questions. Globalement, le calendrier vous convient-il ? Écoutez, on parle de la réouverture des terrasses, nous la demandions depuis le mois de décembre, ça c'est la première chose. Est-ce que le calendrier convient ? Il y a une ouverture depuis le temps qu'on attend, oui, on est content de pouvoir commencer à retravailler. Maintenant, il est clair qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas levés. Est-ce que les restaurants des hôtels vont pouvoir fonctionner ? Première question. Est-ce que toutes les mairies vont jouer le jeu pour l'ouverture des terrasses ? Parce qu'il y a des établissements
qui vont pouvoir bénéficier de terrasses élargies, de terrasses Covid. Il y en a qui n'ont pas du tout de terrasse. Donc, on comprend bien que ce n'est pas avant le mois de juin qu'on va pouvoir espérer apercevoir une embellie, un redémarrage. Et enfin, il y a la question des discothèques qui n'est toujours pas réglée. Et je dirais que, d'une manière générale, je trouve dommage que nous ouvrions si tard avec un protocole sanitaire, parce que nous l'appliquons, le protocole sanitaire, mais que sur l'espace public, il n'est pas appliqué. Il est difficile de mettre la distance entre les personnes, et que donc on va se retrouver avec un espace public, que ce soit les plages, que ce soit les parcs, les forêts, que ce soit les centres-villes, où on va voir une abondance, d'autant que dans la mesure où les gens vont pouvoir circuler dans toute la France, on sait ce qui va arriver dans notre belle région, où on va voir arriver tout l'intérieur des terres qui va débarquer. Eh bien écoutez, on reste encore sur le côté du chemin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir maintenir le chômage partiel et l'enlever progressivement pendant tout le temps que durera le Covid, de même qu'il va falloir maintenir le système d'aide. Alors, effectivement, ça fait encore beaucoup d'interrogations. On espère que des précisions seront apportées peut-être par le gouvernement et le Premier ministre. La date du 9 juin pour la réouverture des cafés et des restaurants en salle, hein, avec des tables de 6 personnes, c'est pas un peu tard, ça ? Écoutez, je vous disais que rien que l'ouverture des terrasses, nous proposions cela depuis le mois de décembre. Et on nous donc, donc arriver à nous dire que c'est maintenant qu'il faut ouvrir les terrasses que pendant 15 jours, c'est un peu court. Un peu court. Voilà. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est de ne pas avoir eu de réponse jusqu'à maintenant, de réponse argumentée, parce que nous, à chaque fois, nous avons sollicité, nous avons interpellé. Nous n'avons pas les éléments pour mesurer, mais on a balayé ça d'un revers de main. Vous savez, nous, les non essentiels, nous avons bien pris acte de ce que nous étions. Et nous allons, je pense, bien nous en faire l'écho et nous rappeler à la mémoire de nos gouvernants, d'autant qu'il y a quelque chose qui va les intéresser très bientôt. C'est des élections territoriales, des départementales et des régionales. Alors voilà, simplement, je dois dire que nous ferons en sorte de nous rappeler ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, et peut-être que leurs candidats, leurs programmes rejoindront ce que nous avons été pendant toute cette période. Oui, donc là, effectivement, il y a l'exercice démocratique qui va s'exercer. Vous iriez jusqu'à faire campagne contre les candidats En Marche ? Écoutez, en tout cas, on va bien rappeler à tous nos adhérents, à nos clients, comment nous avons été traités et ce que nous avons été, avec quel mépris nous avons été traités. Vous savez, à faire des grandes annonces, dire qu'on est inondé d'argent, alors que bien souvent on se rend compte que le compte n'y est pas à la fin, dans tout ce qui a été annoncé, qu'il y a des retards à l'allumage, qu'il y a des décalages. Je vous rappelle que les aides de janvier ont été payées au bout de 3 mois, qu'à l'heure actuelle, on a tout un tas de secteurs d'activité qui restent encore dans le flou ou dans le brouillard. Je vous parlais des restaurants d'hôtel, je vous parlais des discothèques, je vous parlais... vous savez, ça commence à bien faire. Une question sur les aides, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est donc votre priorité désormais d'avoir des garanties sur leur maintien après donc le 9 juin ? Ça paraît évident puisqu'on vous limite au niveau des jauges, mais sur plusieurs mois derrière. Mais tant que nous serons dans cette configuration Covid, il est nécessaire de continuer à nous aider. Parce que nous ne pouvons pas envisager de travailler simplement en limitant la surface, en ayant moins de place et en se disant que on fera quand même comme si de rien n'était. Vous savez, le protocole sanitaire, c'est 6 personnes par table, une table tous les mètres. Il y a des établissements qui ne peuvent pas fonctionner dans ces critères-là, avec ces critères-là, parce qu'ils ont peu de place. Donc, tant que nous ne revenons pas à une situation d'exploitation normale, il va falloir tenir, le moyen de tenir, puisque nous le faisons dans l'intérêt général selon ce gouvernement. Eh bien, écoutez, ce sera de nous accompagner. Une dernière question, Frédéric Jean-Jean, elle concerne la vaccination. Est-ce que vous attendez que le gouvernement ouvre la vaccination à vos personnels, autres que ceux qui sont dans les publics cibles ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui travaillent en restauration. Écoutez, à l'heure actuelle, sur la vaccination, je vais vous faire part de ce qui m'a été annoncé récemment sur Marseille.
à savoir que dans différents centres de vaccination, ils ont trop de doses par rapport aux gens qui se présentent et que donc des jeunes de 20 ans qui se présentaient spontanément avaient été vaccinés. Donc je pense que tout le monde va pouvoir se faire vacciner. C'est une question de volontariat, de volonté. Oui, de toute façon, il va falloir que ceux qui vont reprendre une activité, mais que tout le monde se rapproche du vaccin, puisqu'apparemment c'est la solution. Encore faut-il que ce soit efficace. Or, au début, on n'avait pas assez. Maintenant, il y en a, mais les gens ne viennent pas forcément se faire vacciner. Peut-être qu'est-ce qu'on ne les rappelle pas. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en tout cas, que ce soit pour les vaccins comme pour les masques, on ne peut pas dire que c'était d'une efficacité. S'ils avaient été responsables d'une entreprise dans le secteur privé où l'obligation de résultat est quelque chose qui est essentiel, eh bien, je ne crois pas qu'ils auraient tenu plus de 6 mois. Une dernière chose, j'allais l'oublier, elle est importante, c'est le pass sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est tenable? Le pass sanitaire, pour le circuler d'un pays à l'autre, oui, ça a du sens. Maintenant, si c'est pour fréquenter nos établissements, il va falloir que les législateurs reprennent tous les textes de loi, parce que je vous rappelle que nous n'avons absolument pas la possibilité, nous, d'exiger de la part de nos clients qui présentent une pièce d'identité ou un document, et que derrière, si quelqu'un arrive en disant « oui, j'ai été vacciné », et que nous n'avons pas la preuve ou qu'il n'a pas été vacciné, nous sommes tenus ici, dans nos établissements, par le Code du commerce. Le refus de vente est quelque chose qui existe et qui est puni par la loi. Donc si quelqu'un arrive en disant « oui, j'ai été vacciné », qu'il ne l'a pas été, c'est une chose. Nous allons être à nouveau, dans ce cas-là, punis. Si par ailleurs, quelqu'un arrive, n'a pas été vacciné, nous le dit et que nous refusons la vente, on peut être aussi poursuivi pour refus de vente. Et vous croyez qu'on va prendre encore tous ces risques, tout simplement parce qu'on n'a pas prévu les textes qui vont avec? Eh bien, il va falloir que les textes changent. Merci beaucoup Frédéric Jean-Jean pour votre réaction ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UMI dans le département des Bouches-du-Rhône. On va s'intéresser à un autre secteur qui lui aussi est concerné par ces annonces, c'est celui de la culture avec la réouverture des cinémas. Bonsoir Jean-Marie Charvet, merci d'être avec nous. Vous gérez plusieurs cinémas dans le Var, notamment à Saint-Raphaël et à Sainte-Maxime. 19 mai, vous avez désormais une date. Est-ce que, même question qu'à Frédéric Jean-Jean, pour vous c'est une bonne nouvelle? Oui, absolument, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, voilà, on a une date à la clé. On va se préparer pour être les meilleurs possibles. Là, je suis actuellement au cinéma Le Vox à Fréjus, où nous faisons plus d'une centaine d'animations par an. Et je dois vous dire que notre clientèle est très, très impatiente de retrouver le cinéma. Ouais, une clientèle fidèle, parce que le Vox est un cinéma d'art et d'essai à Fréjus, donc c'est une clientèle de niche, mais qui est très fidèle. Côté protocole, vous avez quelques informations, parce que on a les jauges sur les salles de spectacle, 800 en intérieur, 1000 en extérieur. Il va falloir faire quoi, un siège sur 2? Alors, le protocole nous a été donné récemment à l'instant par la Fédération des cinémas français. C'est 2 sièges vacants entre 2 groupes de 6 potentiels. Voilà, donc c'est acceptable pour le mois de mai, puisqu'il faut savoir que le mois de mai et le mois de juin, c'est des mois qui sont assez faibles, même au niveau hors Covid. Donc on s'en sortira. Et l'essentiel, c'est de démarrer. Voilà, et d'être prêt pour l'été. Il y a du monde quand même dans les cinémas l'été, avec les touristes, etc. etc. Alors l'été, c'est une période propice au cinéma, tout à fait, quand il y a des sorties. Et là, la grosse différence avec l'été 2020, c'est qu'il y a vraiment du film pour les petits, les grands. Il y a contrairement à l'été désastreux qu'on a passé l'an dernier. Oui, c'est ça, parce que l'année dernière, en fait, personne n'avait voulu rien sortir. En réalité, au moment où vous avez été autorisé à rouvrir, là, il y a des projets qui arrivent, des blockbusters du cinéma français, du cinéma d'auteur. Donc, effectivement, il devrait y en avoir pour tout le monde. Du coup, c'est un vrai soulagement pour vous, pour les gens avec qui vous travaillez. Vous avez déjà appelé vos équipes pour commencer à mettre les choses en place ? Oui, tout le monde est au courant, forcément avec les médias, mais on va commencer à travailler au programme de réouverture dès lundi, et tout le monde est
est très impatient de retrouver le chemin du cinéma, évidemment, et de retrouver nos spectateurs. Voilà, et on est ravis pour vous, évidemment, et pour nous, parce que c'est nous qui allons en profiter également. Merci beaucoup, Jean-Marie Charvet, gérant des cinémas de Fréjus, de Saint-Raphaël et de Sainte-Maxime, notamment dans le Var. Bonne reprise à vous. C'est pas encore pour tout de suite, mais ça se rapproche. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et pour terminer cette page consacrée aux annonces du président Macron à la presse quotidienne régionale, même si elles ont filtré, il y aura d'ailleurs une question là-dessus que je vais poser à Denis Carreau, qui est au téléphone avec nous, qui est encore à Paris d'ailleurs, puisque vous avez participé, Denis, à cette interview. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, ce qu'on peut dire avant de parler des angles morts, Denis, c'est qu'il y a un certain nombre d'annonces détaillées avec un calendrier clair. La feuille de route, là, elle est posée. Oui, pour le coup, le calendrier est extrêmement précis et on voit que Emmanuel Macron l'a préparé avec le plus grand soin. Il le sait, les Français ont besoin de perspectives, ils ont besoin de dates précises, d'où ce calendrier en 4 étapes, et ce déconfinement qui est découpé en phases successives et progressives à partir de lundi et jusqu'au 30 juin. L'objectif étant le 30 juin que tout puisse se rouvrir, à l'exception notable des discothèques, car qui sont les grandes perdantes de ce déconfinement, puisqu'on sait, et Emmanuel Macron l'a confirmé, qu'elles ne rouvriront pas cet été. Oui, et ça c'est un vrai problème dans notre région, Denis, parce que il y a beaucoup de discothèques, région touristique, et vous les avez interrogés, nous les avons interrogés. Il y a une vraie détresse chez les patrons de discothèques. Oui, c'est une vraie détresse. Et puis, effectivement, eux voulaient des perspectives. La seule perspective qu'ils ont, c'est de savoir qu'à nouveau, l'été se passera sans boîte de nuit sur la Côte d'Azur. Et certains, et légitimement, se demandent s'ils vont pouvoir survivre dans ces conditions. Et on peut vraiment se poser la question, est-ce que cette activité n'est pas en train de mourir? C'est une vraie question aujourd'hui. Denis, sur les choses qui restent à préciser, peut-être les protocoles, les détails aussi sur les restaurants d'hôtel dont parlait Frédéric Jean-Jean. Quels sont selon vous les angles morts de ces annonces ? Mais en fait, Emmanuel Macron nous a donné les grandes lignes avec ces 4 étapes, mais il manque encore les détails. Les détails sur effectivement les protocoles précis. Vraisemblablement, il devrait être donné par Jean Castex la semaine prochaine. On devrait en savoir plus aussi sur le pass sanitaire. Là aussi, Emmanuel Macron a donné les grandes lignes. Ce pass sanitaire, il sera utilisé dans un premier temps pour permettre d'organiser des grands événements, des concerts, des festivals. Et il faudra montrer patte blanche en prouvant qu'on a soit un test PCR de moins de 48 heures, soit qu'on a été vacciné. Précision importante, Emmanuel Macron précise que ce pass sanitaire, il sera réservé aux événements publics, mais il ne sera pas mis en place, notamment dans les restaurants. 2 questions rapides pour terminer, Denis. Vous me confirmez que vous y étiez bien à l'interview du président Macron. Et donc, comment vous l'avez trouvé ? Offensif ? Alors, très, très offensif, très précis, très technique à certains moments. Et on a beaucoup raillé ces derniers temps Macron, le premier épidémiologiste de France. Ça ressemble un petit peu à ça. Il donne énormément de détails quand il parle des traitements, quand il parle des vaccins. On voit qu'il est effectivement très en pointe sur le sujet. Il a voulu nous convaincre, comme toujours, en commençant son propos par une longue introduction, un peu à la manière d'un professeur d'école, avec une télécommande à la main, avec des slides, des graphiques pour soutenir sa démonstration. Au-delà de ça, on voit que Emmanuel Macron, il est très impatient de passer à l'après. Et l'après, et c'est ce qu'il nous a annoncé également, c'est pour lui une grande tournée à travers la France cet été, un peu à la manière du grand débat, pour prendre le pouls du pays. Et très clairement, on voit que même s'il s'en défend,
qu'il est déjà dans la peau d'un candidat à la présidentielle. Dernière chose, Denis, là c'est problème plus lié à notre profession. Il donne cette interview, elle est censée être publiée demain dans vos titres, sauf que tout fuite. C'est un problème ça quand même pour vous, vous y attendiez? On s'y attendait parce que faire tenir une info pendant 24 heures maintenant, ça relève de la mission impossible. C'est désagréable, mais je pense que c'est inévitable. Faire une interview, on était au total à 12, 9 qui étaient dans la salle des fêtes de l'Élysée et 3 en visio, dont 2 journalistes de l'Outre-mer. Les slides ont circulé dans les rédactions parce que pour préparer un journal, il faut faire des infographies. Donc, il y a des informations qui ont fuité et qui nous ont contraints à anticiper la publication à la fois du calendrier du déconfinement, mais aussi de l'interview d'Emmanuel Macron. Alors tout ça est à retrouver sur les sites de Var Matin, Monaco Matin et Nice Matin, mais demain aussi dans le journal, avec les analyses de la longueur, les réactions également. Donc il y aura une vraie plus-value demain quand même dans le journal. Merci beaucoup Denis, merci pour ces précisions. Bon retour à Nice sur la Côte d'Azur, parce que je rappelle, vous étiez depuis Paris où vous avez participé à donc cette interview du président Emmanuel Macron. À très bientôt dans cette émission. Voilà pour cette page consacrée évidemment à ces annonces. Demain, nos reportages, on s'intéressera à la question des boîtes de nuit qui sont les grandes perdantes, des salles de sport également qui vont pouvoir rouvrir, et donc ce calendrier en 4 étapes qui va nous emmener jusqu'au 30 juin et la fin du couvre-feu ainsi que de toutes les limites de jauge. Voilà pour ce point. On reste quand même dans l'univers de la Covid-19 parce que le combat continue, la vaccination notamment, et la ville de Cannes qui a annoncé hier soir qu'elle ouvrait désormais sa vaccination aux plus de 40 ans sans comorbidité. Reportage signé Claudia Olivier. Thierry a 47 ans. Cet après-midi, il est venu se faire vacciner au Palais des Festivals. D'abord réticent, il a ensuite changé d'avis. Au début, j'étais pas chaud. Vraiment pas chaud, parce que j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé, mais on est obligé, faut passer par là de toute façon, donc voilà. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Depuis hier, la ville de Cannes propose des rendez-vous aux personnes de plus de 40 ans, sans comorbidité, des doses Pfizer et Moderna. Déjà, je remercie le maire de Cannes, David Lisnard, de nous permettre d'accéder à cette vaccination bien plus tôt que certaines autres villes, de se battre pour ça, et on est bien content de pouvoir être vacciné et d'espérer revivre à peu près normalement d'ici peu. Je vais approcher de la quarantaine et je travaille dans l'hôtellerie ici à Cannes, donc ça faisait aussi partie de la possibilité justement de pouvoir avoir cette vaccination et puis un peu plus de sérénité au travail pour pouvoir accueillir justement nos clients. Après avoir vacciné les personnes prioritaires, la ville de Cannes met donc les bouchées doubles. Pour la mairie, l'objectif est de ne jeter aucune dose, même si la doctrine gouvernementale n'est pas respectée. On ne peut pas imaginer qu'on pénalise des villes, des équipes, parce que ce sont des équipes entières qui travaillent ici, et qu'on leur reproche d'optimiser les moyens. Encore une fois, les doses, nous, ce sont uniquement celles que l'on nous donne, donc qui sont calculées au prorata de notre population, que l'on optimise, et encore une fois, c'est 0 dose gâchée, et on y veille tous les soirs et toute la semaine. Depuis le début de la campagne de vaccination, la ville a déjà réalisé plus de 36 000 injections. Les volontaires peuvent dès à présent s'inscrire et réserver leur créneau sur le site de la mairie. Alors, entre-temps, toujours sur la Côte d'Azur, le maire de Mandelieu, qui lui aussi avait ouvert la vaccination à d'autres tranches d'âge, il va carrément directement, puisque à Mandelieu, je cite son tweet, l'efficacité de notre centre de vaccination, la mobilisation de nos équipes et un prévisionnel logistique plus stable nous permettent d'élargir la prise de rendez-vous aux personnes de plus de 18 ans sans condition. Donc là, c'est carrément porte ouverte. Vous pouvez vous faire vacciner donc à Mandelieu si vous êtes majeur. Donc la doctrine édictée par l'État n'est clairement plus respectée. C'est pas un mystère. Il n'y a pas que dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs. Mais voilà une illustration avec le numéro de téléphone qui est communiqué sur le compte Twitter de Sébastien Leroy. Prendre des rendez-vous aussi dans les centres de vaccination. Donc, écoutez,
Ça avance, la vaccination s'ouvre peu à peu à toutes les populations. D'un autre côté, grande vigilance également des associations caritatives qui craignent une véritable crise humanitaire après cette crise de la Covid-19. C'est le cas du Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Reportage de Manon Mujica. L'image ne peut pas être plus parlante. Au Secours populaire, les stocks de denrées alimentaires ne sont plus suffisants. Le café, le riz et les pâtes ont disparu de nos étagères. Ici, la crise sanitaire se conjugue par une explosion des demandeurs. Des familles précaires, de plus en plus souvent de jeunes aussi. Une fois par mois, ils viennent récupérer un colis de première nécessité à l'antenne de la Blancarde. Avant, on en recevait à peu près 320, 380, 400 au maximum. Depuis la crise, on reçoit 100 familles de plus par mois. Nous, on se sent un peu frustrés de ne pas pouvoir donner plus et les personnes qui reçoivent se sentent frustrées, elles aussi, de ne pas recevoir assez. Donc du coup, ça tend, moi je dirais que ce qui se passe souvent, c'est que ça tend un petit peu les situations. Pour la Fédération des Bouches-du-Rhône, il manque 416 palettes de denrées avant la prochaine attribution budgétaire. Cela équivaut à 16 800 colis, un mois et demi de distribution. Alors, pour assurer une continuité, le Secours populaire lance un appel aux dons. On peut nous aider en donnant de l'argent, on peut nous aider en donnant de la nourriture, on peut aussi nous aider en donnant du temps. Et je veux dire, tous ces gestes de solidarité contribuent aussi à garder une humanité d'aujourd'hui et pour demain. Comment aider ou faire un don? Rendez-vous sur la page Facebook de l'antenne des Bouches-du-Rhône. Une collecte en ligne a été lancée. Voilà, et vous pouvez soutenir dans le Var le Secours populaire varois et son homologue dans les Alpes-Maritimes également sur les sites internet et les Facebook dédiés. Côté transport à présent, avant d'évoquer l'entrée en campagne de Renaud Muselier, entrée en campagne régionale, la réouverture de la ligne de TER sur la Côte Bleue, toujours dans les Bouches-du-Rhône. 8 mois de travaux, malgré la Covid-19, les délais ont été tenus. C'est une ligne stratégique, notamment pour le tourisme estival. C'est Cindy Chevaux qui a embarqué ce matin. C'est le top départ. Ce jeudi, malgré la pluie, le train de la Côte Bleue redémarre en douceur. Pour l'occasion, plusieurs élus locaux se sont rendus sur place pour son inauguration de Carry-le-Rouet à Saucé-les-Pins. La circulation a repris sur cette ligne historique en bord de mer très touristique après 8 mois de travaux. On a remplacé l'ancienne voie par de la voie toute neuve. On a fait 24 km de remplacement de voie. On a fait aussi des travaux de confortement des ouvrages d'art, des parois rocheuses. On a fait donc de l'ouvrage d'art, c'est une ligne qui est dans un environnement assez montagneux avec beaucoup de versants rocheux. Et ces versants rocheux, de temps en temps, avec l'érosion, ils ont tendance à laisser échapper des blocs qui pourraient toucher la voie. Et donc on a fait des murs de soutènement, des écrans par bloc. Et troisième nature d'intervention qu'on a fait, il y a des tunnels, beaucoup de tunnels, c'est une ligne, il y a beaucoup d'ouvrages. Et dans les tunnels, on est venu réparer la voûte des tunnels en mettant du béton armé dans ces tunnels-là. Les ballasts, traverses, mais aussi les rails ont été renouvelés sur près de 24 km. Au total, 175 agents ont été mobilisés. Côté financier, plus de 45 millions d'euros ont été investis dans le projet. L'objectif, améliorer la qualité du trafic et mieux respecter les horaires. Il était important que dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales, avec la SNCF, des moyens importants soient mobilisés pour répondre à cet enjeu de mobilité et pour permettre de décongestionner la métropole marseillaise, dont on sait aujourd'hui qu'elle est thrombosée par une circulation automobile très importante. Cette modernisation de la ligne est un enjeu majeur du développement de la mobilité pour la métropole Aix-Marseille-Provence. À l'approche de la période estivale, c'est un véritable atout pour relancer le tourisme. La réouverture du train, c'est sûr que c'est un moyen pour permettre aux gens de se déplacer. La ligne de la Côte Bleue est une ligne très touristique, donc les touristes seront contents, si les conditions sanitaires le permettent, de réemprunter cette ligne pendant la période estivale. Chaque jour, près de 1500 voyageurs utilisent cette ligne. Et avant la politique, puisqu'on est dans le domaine des transports, en bref, très rapide, le plan vélo présenté par Christian Estrosi sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, ce qu'il fallait en retenir avec Alexis Ricard.
Christian Estrosi a dévoilé ce matin le plan vélo de la métropole Nice-Côte d'Azur. Au programme, 450 nouveaux vélos électriques disponibles en juin prochain, mais aussi l'arrivée des vélos bleus dans 3 nouvelles communes de la métropole. Beaulieu, Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat. En tout, 160 nouveaux kilomètres d'aménagements cyclables sont prévus sur la métropole et une nouvelle connexion avec Monaco va être lancée. Dès 2021 sur la métropole, démarrage d'une liaison cyclable entre Nice et Monaco, avec un premier tronçon jusqu'à Villefranche-sur-Mer cet été. La livraison de 4,5 km de bande cyclable d'ici le mois de juillet 2021 sur le boulevard Carnot, le boulevard Maeterlinck et le boulevard Princesse-Grace. Les difficultés techniques sont à lever pour poursuivre le parcours jusqu'à Monaco, largeur de voirie, pour atteindre 16,5 km d'itinéraire d'ici 2023. 100 000 € seront alloués chaque année à la rénovation des équipements existants. Et au-delà du matériel, des animations permettront de promouvoir le vélo avec Nissa Bicyclette. La politique à présent et la campagne des élections régionales qui bat déjà son plein, parfois même à l'intérieur des partis. On parlait hier de ces affrontements qui ne sont plus voilés entre une partie des Républicains, notamment Éric Ciotti et Renaud Muselier. Renaud Muselier qui est candidat à sa propre succession. Il tenait hier soir, on avait vu quelques images en direct, une conférence de presse. Il avait réuni autour de lui quelques élus de poids, Martine Vassal, Hubert Falco pour le Var, Christian Estrosi aussi que vous allez entendre dans ce sujet, Renaud Muselier qui n'exclut pas les alliances, pas forcément qu'avec La République En Marche, mais aussi avec les écologistes raisonnables, comme il dit. C'est officiel, Renaud Muselier est candidat aux élections régionales. Pour contrer Thierry Mariani, le candidat RN en tête des sondages, il fait le pari de l'ouverture et tend ses bras aux écologistes raisonnables et aux repentis du Front National. Ce sont ses mots. Je sors du carcan des familles politiques et je souhaite, autour de mon bilan, autour de mon projet, rassembler pour avoir un avenir et un destin dans cette région. Un appel du pied non dissimulé à la candidate La République En Marche, Sophie Cluzel. Une compatibilité qui interroge, notamment dans les rangs de la droite, mais assumée par certains poids lourds, à l'image de Christian Estrosi. Oui, je suis fier d'être ce que je suis et issu de ma formation politique gaulliste hier, aujourd'hui et demain, et en même temps de travailler main dans la main avec ceux qui veulent nous accompagner à faire prospérer notre région et qui sont issus de la majorité gouvernementale. Je sais que c'est la condition de la victoire, de la prospérité, du respect, de la dignité. Renaud Muselier a précisé que le dépôt de sa liste sera enregistré le 17 mai, date de clôture des candidatures. Voilà, et Renaud Muselier qui d'ailleurs par communiqué a indiqué il y a quelques minutes qu'il déposait une plainte auprès de la procureure pour propagation de fausses nouvelles et diffamation à l'encontre d'un élu du Rassemblement National, élu toulonnais, Amaury Navarane, qu'on avait déjà reçu dans cette émission pour des propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux. Voilà le communiqué que vient d'envoyer Renaud Muselier, candidat donc Les Républicains à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le sport, à présent, et l'Olympique de Marseille qui va retrouver les terrains de Ligue 1 ce week-end. Un déplacement du côté de Strasbourg, donc qui accueille Strasbourg, pardon, avec comme objectif évidemment de l'emporter. Les Marseillais qui vont bien mieux depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin. Les bons résultats qui correspondent également au regain de forme de l'une des stars de l'effectif qui était un petit peu passée au travers de ce début de saison. Je parle du milieu de terrain, Dimitri Payet. Les détails avec Valentin Rodriguez. Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli il y a 2 mois, l'OM retrouve des couleurs. Invaincus à domicile, les Marseillais sont à 1 point de lance, 5e. Un homme symbolise ce renouveau olympien, Dimitri Payet. Lourdement critiqué pour sa méforme physique tout au long de la saison, le Réunionnais revit. C'est à l'image de l'équipe aussi. Dimitri, on connaît tous sa qualité, on sait tout ce qu'il est capable de faire.
Voilà, si en ce moment il est très performant, je pense que c'est pas du hasard. Il travaille beaucoup et il y a aussi, comme je le disais, la dynamique de l'équipe qui lui permet sûrement d'être encore plus performant. Homme du match lors de la victoire à Reims avec 2 buts et une passe décisive. Le numéro 10 olympien est de nouveau en forme depuis l'arrivée de l'Argentin sur le banc avec 3 réalisations et 6 passes décisives. Cada vez más en forma mental. Dimitri est un joueur de plus en plus en forme. Mentalement, c'est ce qui est le plus important. Il joue de plus en plus près du but adverse. Il progresse au niveau des passes et des buts marqués. Il semble avoir compris le style de jeu que l'on veut mettre en place. Dimitri est enthousiaste. On espère qu'il va se maintenir à ce niveau dans le temps. Je crois en ses capacités et j'espère qu'il va continuer à progresser au quotidien. Un rendement qui doit être régulier désormais. Payet est connu pour ses performances inconstantes tout au long de sa carrière. Pour le coach Sampaoli, l'entraîneur a un rôle clé dans la forme de Dimitri Payet. Par rapport à sa carrière, il s'agit de comprendre le pourquoi de ces irrégularités, de diagnostiquer et de lui donner les outils pour que ces irrégularités ne se reproduisent plus. Il faut qu'il soit uniquement concentré sur le jeu et le football. Aujourd'hui, pour les footballeurs, c'est difficile de profiter pleinement de leur activité. Donc il revient à nous de leur donner les outils pour maintenir leur niveau de concentration au-dessus du reste. Face à Strasbourg, l'OM aura besoin d'un grand Payet pour enchaîner un 5e succès consécutif à domicile, chose qui n'est plus arrivée au club marseillais depuis plus d'1 an. Voilà, l'Olympique de Marseille qui ne jouera pas ce week-end, mais vendredi soir à 21h, donc demain soir. Et puis gros programme pour les 2 autres clubs de notre région, l'OGC Nice qui va se déplacer chez le leader lillois, ce sera samedi à 21h, et Monaco actuellement 3e qui accueille le 4e Lyon, ce sera l'affiche de dimanche soir à 21h. L'OGC Nice, nous y revenons, côté cœur cette fois-ci et côté solidarité avec ce très beau portrait. Vous allez découvrir la passion d'un jeune homme de 28 ans qui s'appelle Jordan, qui est atteint de trisomie 21 et qui est devenu le supporter numéro 1 de l'OGC Nice. Il est même plus que ça, il est ambassadeur de cœur du fonds de dotation de l'OGC Nice. C'est un fonds de dotation qui réalise plus de 100 actions par an, actions solidaires. Très peu sont médiatisées, mais c'est une vraie spécificité du club. Et puis vous allez le voir, Jordan, il est connu de tous les joueurs de l'OGC Nice et tout le monde sait que c'est lui le supporter numéro 1. Le reportage est signé Marie Justo. Après une prise de température, précautions sanitaires oblige, Jordan arrive sur la pelouse. Masque, maillot, survêtement, il est prêt pour assister à l'entraînement de ses idoles. Jordan a 28 ans, il est atteint de la trisomie 21 et il est le supporter numéro 1 du gym. Ouais, tu vas bien? Ça va toi? Impeccable. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ouais. C'est une fierté pour nous de le voir à côté de nous, ça nous donne de la force et on a besoin de personnes comme lui au sein du club. Des personnes comme Jordan, ça montre que ce club est très familial et très proche de ses supporters. Et c'est ce qui fait la force, l'une des forces de ce club. Accompagné de sa maman, Jordan profite de l'instant. Le foot, une passion qui l'anime. L'OGC Nice, le club qui le fait vibrer. Plus qu'un supporter, il est également ambassadeur de cœur du gym. Je suis très fier d'être supporter de l'OGC Nice. C'est mon cœur qui aime tout faire avec l'OGC Nice, quoi. Membre de la famille à part entière, Jordan est le rayon de soleil de l'OGC Nice. Ici, il est connu comme le loup blanc. Le football est un sport compatible avec certaines valeurs. Jordan, c'est l'abnégation, le courage, la solidarité et en plus une gentillesse extrême. Donc voilà, on l'aime et plus qu'à chaque fois qu'on le voit, on a tous le sourire et on le remercie pour ça. Si au centre d'entraînement, il est comme un poisson dans l'eau, sa chambre est un véritable musée des aiglons. Des dizaines et des dizaines de maillots avec quelques pépites. L'un de ses meilleurs souvenirs, son premier coup d'envoi sur la pelouse de l'Alliance Riviera. J'étais au milieu de terrain et j'ai lancé le coup d'envoi du match contre Lens. Quand j'étais au milieu de terrain comme Montpellier, et c'est là que j'avais les 3 médailles de natation. C'est ça que j'ai fait ça aux supporters. Jordan est également un sportif accompli. Il collectionne les médailles internationales des compétitions où il porte les couleurs de Nice. Ça, c'est la médaille d'or en relais. On a fait un relais à 3 équipes. Et la France, c'est nous qui avons fait
Le relais, on a fait 1000 d'or en relais. Faire tomber les barrières, foncer, le papa de Jordan le décrit comme un jeune homme plein de vie. Grâce à l'OGC Nice, il se sent utile. N'importe qui peut servir à son prochain déjà. Et voilà, il n'y a pas chacun peut aider l'autre à sa manière, avec ses compétences, comme il peut. Le foot sert justement peut-être à faire vivre tout ce qui se passe autour. L'amour du club est en plus un héritage de père en fils. Issa. Une vie de sportif, de rêve, mais pas seulement. À 28 ans, Jordan conduit, travaille et a une petite amie. Un exemple pour... Voilà, un exemple pour tous les enfants, évidemment en situation de handicap, les enfants et les jeunes, parce que Jordan est un adulte, et on le salue, on l'embrasse, et il a une très belle passion, très saine avec l'OGC Nice. On va s'intéresser à un autre sujet maintenant. On a petit sujet culturel qui arrive derrière avec Coolcore. Si vous êtes passionné d'art contemporain et de graffiti, vous connaissez cet artiste qui est exposé en ce moment à Marseille. Mais d'abord, l'apprentissage qui est dans notre pays l'un des débouchés les plus prolifiques, très peu de chômage. Mais avec la crise de la Covid-19, ça a été parfois difficile pour les apprentis de trouver des entreprises. La Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est démenée pour que ces apprentis soient accueillis. C'est le cas dans la pâtisserie et chocolaterie Lac dans les Alpes-Maritimes. C'est une nouvelle fois un reportage de Marie Justo. Développer coûte que coûte l'apprentissage et l'artisanat, un enjeu fondamental pour la Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes. Il s'agit de préserver et de transmettre ce précieux savoir-faire. Le fait que l'artisanat existe depuis des centaines d'années, c'est tout simplement parce que les chefs d'entreprise dans l'artisanat se sont toujours adaptés aux nouveaux modes de consommation et ont toujours su innover. Et bien évidemment, à travers cette innovation, ils ont su transmettre tout cela aux jeunes qui rentrent dans ces cursus de formation. Offrir un métier, une vocation à ces jeunes, leur mettre le pied à l'étrier comme ici au sein de la Maison Lac, une chocolaterie réputée sur la Côte d'Azur. Dans les laboratoires, on parle avant tout de métier passion. C'est une passion. C'est une passion, puis c'est devenu aussi un métier. On se lève tous les matins pour faire ce qu'on aime. Ils sont 8 apprentis à parfaire leur connaissance du métier chez Lac, de jeunes adultes conscients de leur chance. Malgré la crise de la Covid-19, ils poursuivent leur formation, ce qui n'est pas le cas de tous leurs camarades. Pour nous, ça ne change pas tellement parce qu'on travaille tout le temps. Après, je sais que dans ma classe, il y en a beaucoup qui sont au chômage partiel, donc c'est dur pour eux parce qu'ils ne peuvent pas travailler pour l'examen, mais nous, ça se passe très bien, donc ça va. Former les futurs chocolatiers et pâtissiers de demain. Pour Pascal Lac, cette mission est capitale. La clé de la réussite, la confiance et la motivation. Ce que je veux, c'est qu'ils se mettent autant que nous dans leur apprentissage, c'est-à-dire un investissement permanent. Donc ils font beaucoup d'essais. Ils font beaucoup de buffets à blanc. Chaque année, 100 000 futurs artisans sont formés par les chambres des métiers et de l'artisanat de la région Sud au travers de 136 formations différentes. Allez, on s'intéresse là aussi à l'artisanat. On va vous faire découvrir un métier que vous connaissez peut-être moins bien, qui c'est le métier de cirier, fabrication de bougies, mais pas seulement. Ça se passe dans les Bouches-du-Rhône grâce à Marie Coursin, Yantel Criado et Manon Mujica. Direction Marseille à la rencontre d'un artisan cirier. Christophe nous ouvre les portes de son atelier boutique situé dans le centre-ville. Après avoir travaillé pour une grande marque de cosmétiques, il s'est tourné vers l'artisanat. Ici, il crée bougies et parfums d'ambiance, un savoir-faire complexe. C'est pas si facile de faire une bougie en fait. Une bougie, c'est de la cire évidemment. Alors il y a tout un tas de cires qui existent. C'est du parfum pour les bougies parfumées. Mais il y a vraiment un savoir-faire derrière qui est assez complexe. Ça touche un peu à la chimie. Et c'est des heures et des heures d'essais, de recherche, de tests, de déception, de frustration. Et puis un moment de joie et de bonheur d'avoir trouvé la bonne recette qui nous correspond. L'artisan travaille uniquement avec de la cire végétale et de la cire d'abeille. Le colza, c'est une très belle alternative. Déjà, c'est une cire qui est très facile à utiliser, qui a un pouvoir de diffusion du parfum qui est supérieur au soja, et en plus qui vient de France ou d'Europe, donc pas très loin, et qui n'est pas très gourmand en eau. Donc c'est une cire que j'affectionne particulièrement et que j'utilise pour les deux types de bougies, en fait, voilà, aussi bien parfumées que les bougies cierges.
Une cire naturelle qui s'inscrit dans une démarche écologique. L'idée était d'avoir, au-delà de la bougie en cire naturelle, un impact sur l'écologie également, à savoir je fabrique mes emballages carton avec un minimum de carton si possible et je demande aux clientes qui le souhaitent, qui sont souvent des habitués, de me ramener les pots vides quand elles ont fini d'utiliser leur bougie et j'ai mis en place une sorte de consigne, c'est-à-dire que je leur offre 10% sur la bougie suivante et puis moi ça me permet de récupérer le pot et de couler à nouveau une autre bougie dedans. Ce passionné fait appel à des parfumeurs de Grasse. Je suis très attiré par tout ce qui est encens, boisé, un peu épicé, oriental et côté fleuri, tout ce qui est rose, chèvrefeuille, pivoine, voilà, c'est un peu les senteurs de mon enfance en fait. C'est un très bon déstressant en fait de fabriquer des bougies. C'est un moment où on réfléchit à rien à part à ce qu'on fait et c'est très agréable. Si Christophe a créé son atelier au sein même de sa boutique, c'est pour avoir un contact direct avec sa clientèle. Dès la réouverture des commerces, les visiteurs pourront alors admirer le travail et le savoir-faire de l'artisan cirier. Et pour terminer ce soir, on va retrouver le même binôme, Yentel Criado et Marie Coursin, pour ce portrait, cette rencontre avec l'artiste Coolcore, qui est un artiste pionnier du graffiti aux États-Unis. Il est exposé à Marseille depuis un petit moment, mais là, il était présent physiquement. Et donc, Yentel et Manon l'ont rencontré. Il a posé ses toiles et ses valises à Marseille, au cœur du Château Forbin, lieu culturel dans le quartier de Saint-Marcel. Coolcore est l'un des pionniers du graffiti. Artiste américain venu de Bruxelles, il est accueilli ici, en résidence artistique, pour plusieurs semaines. Une expérience qui inspire l'artiste peintre. Je me nourris de voyager, partager, écouter, sentir. Ça, c'est indispensable pour moi dans mon démarche artistique. Le lieu d'accueil joue un rôle important dans l'inspiration du graffeur, un environnement que l'on retrouve dans ses œuvres. C'est curieux qu'ici, à le château, il y a quand même un tour. Et c'est là où vient mon nom d'artiste. De le jeu des échecs, il y a le tour. En Amérique, on appelle ça un rook, R-O-O-K. Et cette structure architecturelle se figure dans tout mon travail ancien. Donc pour cette expo, je voulais replonger dans mon direction de début pour retrouver le chemin vers où je suis aujourd'hui. Coolcore créera ici une vingtaine d'œuvres sur le thème du robot, un retour à ses premiers amours. Le robot, c'est quelque chose que j'ai dessiné depuis toujours comme gamin. Parce que j'étais fort attiré par tout ce qui est espace et les choses qu'on ne connaît pas. Et je voulais faire partie de cette aventure de créer quelque chose que les gens ils doivent déchiffrer et essayer de comprendre. Et en même temps, ce robot, ce n'est pas une représentation forcément de la déhumanisation des choses. En fait, c'est comme une structure architecturale. Et à l'intérieur, on peut voir des villes, on peut voir des galaxies, des nébules, tout ce qu'on peut imaginer peut être à l'intérieur de ces robots. Plusieurs œuvres de l'artiste américain sont déjà présentes au château de Forbin, lieu d'art contemporain dédié au graffiti et post-graffiti des années 80. Il exposera prochainement toutes les œuvres de Coolcore produites sur place, exposition visible dès la réouverture des musées. Voilà, et Yentel Criado qui veille au grain, qui surveille chacun de mes lancements, me signale qu'elle était seule pour la réalisation de ce tournage. Vous l'avez vu dans la signature de fin de sujet. Mais c'est la force de l'habitude des sujets culturels qui sont aussi très souvent tournés par Marie Coursin. C'est la fin de ce grand direct. Merci de votre fidélité. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Fabrice Josto, Michael Fernandez, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente soirée sur les antennes d'Azur TV.